Et nos deux invités du soir sont Cathy Richard, avocate pénaliste. Bonsoir Cathy Richard, merci d'être avec nous parce que vous êtes l'avocate d'une quinzaine de femmes qui... Alors on en parlera, je suis avocate d'innocence en danger. D'accord, mais on en parlera également. Et Xavier Hofer, criminologue bien connu, fidèle de nos plateaux. Et vous avez sorti, Xavier Hofer, un livre, c'était en... 2023. 2023, regardez-le. Personne parlait de ça. Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. Avant de vous interroger sur le dossier, on va voir le sujet de Julia Ferrand. On va l'écouter également pour nos auditeurs d'Europe 1, puisque Bill Clinton est auditionné en ce moment même sur ses liens avec l'homme d'affaires américain par cette commission d'enquête parlementaire. Et on voit tout cela avec Julia Ferrand. L'ex-président américain va devoir rendre des comptes. C'est dans une salle municipale de la petite ville de Chappaqua, au nord de New York, que Bill Clinton est en train d'être auditionné sur ses liens avec Jeffrey Epstein. Le président républicain de la commission d'enquête parlementaire a affirmé avoir de nombreuses questions à lui poser. Il nous a fallu 7 mois pour faire venir les Clinton, mais nous les avons enfin et nous sommes impatients de leur poser toutes les questions que n'importe quel média américain pourrait poser. La veille, c'est son épouse Hillary Clinton qui a été entendue dans les mêmes conditions. L'ancienne chef de la diplomatie américaine a assuré n'avoir jamais rencontré Jeffrey Epstein. Les démocrates, qui pointent la responsabilité de Donald Trump dans cette affaire, réclament qu'il soit lui aussi entendu. Soyons clairs, ce n'est pas le bon président auquel nous parlons aujourd'hui. C'est le président Donald Trump qui n'a pas publié 2,5 millions de documents. C'est le président Donald Trump qui bloque notre enquête. C'est le président Donald Trump qui veut étouffer cette affaire. Des photos rendues publiques par la justice américaine ont dévoilé Bill Clinton à bord du jet privé de Jeffrey Epstein, mais aussi aux événements mondains organisés sur son île ou encore dans un jacuzzi, comme sur cette image où le visage d'une femme a été masqué. À plusieurs reprises, l'ancien président américain a assuré ne pas avoir connaissance des actions du criminel sexuel. Voilà le point donc sur les auditions de Bill Clinton. Xavier Hofer, je commence avec vous. Vous avez sorti en 2023 ce livre, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture, alors que personne n'en parlait à l'époque. Non. Alors qu'il vient d'être réédité, le livre, sans qu'on ait eu une virgule à y changer, parce que tout ce qu'il fallait savoir comme élément fondamental était su dès la fin de l'année 2020. Pourquoi il n'y a pas eu de répercussions au moment de sa sortie ? Parce que pendant 20 ans, aucun des grands médias américains, New York Times, Los Angeles Times, Wall Street Journal et CBS et les grandes télés, personne n'a dit un mot sur l'affaire Epstein. Tout le monde a regardé. Et tout de suite, vous avez senti que l'affaire allait être énorme, parce que là, elle est mondiale. Ah, mais c'est une affaire des affaires comme ça, il y en a une par siècle. C'est pas nouveau. On se souvient de l'affaire des poisons sous Louis XIV, où pendant 7 ans entiers, le règne immense de Louis XIV a été stricto sensu empoisonné par une affaire de dames de la bonne société, la Brinvilliers, etc., qui empoisonnaient leurs amants pour récupérer leur fric. Ce que je voulais dire à propos du témoignage des Clinton, c'est que c'est hallucinant. Ça ne tient pas debout une seconde. Je vais vous dire pourquoi. J'ai rencontré de très hauts personnages des États-Unis, un rang au-dessous des ministres, bien entendu, mais dans le domaine de la défense nationale, dans le domaine du renseignement, qui sont les deux sujets fédéraux par excellence. J'ai rencontré le directeur des programmes de renseignement de la Maison-Blanche, le plus proche conseiller du ministre des Affaires étrangères, s'occupant des affaires de sécurité et de terrorisme. Déjà, à ce niveau-là, la sécurité autour des personnages importants de l'État américain est extrêmement étroite. C'est-à-dire que dès que vous les approchez, il faut fournir des masses d'informations sur vous-même. Vous êtes constamment surveillé. Une fois, j'ai rencontré un type important à la Maison-Blanche et 2 jours avant ou 3 jours avant, j'avais reçu un coup de téléphone. Les criminologues ne fréquentent pas toujours Mère Teresa, d'un type qui avait sans doute des contacts terroristes au Moyen-Orient. Tout de suite, quand je suis arrivé à Washington, le FBI m'a dit « Monsieur, pourquoi ?» etc. Vous n'imaginez pas une seconde que ni Hillary, qui avait été ministre des Affaires étrangères, ni son mari, qui est l'ex-président, n'ait pas été tenu au courant de qui était vraiment ce personnage. C'est impossible. Xavier, on apprend beaucoup de choses. C'est ça. Cataclysme mondial, je le disais, et notamment également chez nous en France. On n'a pas fini d'apprendre d'autres choses.
Ben non, parce que, comme le disait un des avocats à l'heure actuelle, je crois, alors, bon, le livre, je l'ai écrit grâce au contact que j'ai au ministère de la Justice des États-Unis. J'ai travaillé dans une université qui a un institut de criminologie dont, après ça, beaucoup des étudiants deviennent des fonctionnaires fédéraux du FBI ou du ministère de la Justice. Et donc, en total, c'est une source récente, hein, il y a plus de 5,5 millions de documents, toutes sortes. Des emails, des photos, des films, etc. Et on en trouve sans arrêt. Là, par exemple, s'agissant de Ghislaine Maxwell, qui était la recruteuse, qui faisait, arrangeait les parties fines, etc. Il y a 90 000 documents qui sont encore pendants dans l'affaire, qui vont peut-être... dont l'élément le plus important, qui est son carnet d'adresse à elle, qui n'a jamais été publié, qui est à New York, là où le procès a eu lieu, parce que la résidence principale d'Epstein était à New York. Et donc là, il y a encore des éléments importants. Jean-Michel Salvatore. Et dans cette affaire, que risque Clinton, en fait? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il risque? Est-ce qu'il y a des actes répréhensibles qu'on peut lui opposer? Parce que bon, les apparences sont un peu contre lui. Il y a quand même l'affaire Lewinsky, hein, donc tout le monde se souvient de tout ça. C'est un chaud lapin. Donc, tout le monde se dit, finalement, oui, c'est un chaud lapin, comme vous le dites. Donc, est-ce qu'il risque quelque chose en l'état actuel de vos connaissances? Ou est-ce qu'au fond, c'est de la politique intérieure? Parce qu'on voit bien que ça peut être aussi un contre-feu à l'implication de Trump. Mais non, parce que madame en parlera plus savamment que moi sur cet aspect-là des choses. Depuis 20 ans, nous avons des centaines de témoignages de jeunes filles. Les jeunes filles en question, que ce soit à Palm Beach, que ce soit recueillis par la police de l'État de Floride, que ce soit recueillis par la police de l'État de New York, que ce soit enfin recueillis par la police fédérale, le FBI. Ces centaines de témoignages disent tous la même chose. Ces jeunes filles ne se connaissent pas les unes des autres, elles ont été entendues sur procès verbal, c'est-à-dire dans des conditions extrêmes de sécurité, ne pas parler les unes aux autres pour pas corrompre leurs témoignages, etc. Ça a été fait, bien entendu, comme toute police sérieuse d'un État de droit. Et qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent toutes la même chose. Nous avons été recrutés, nous avons été molestés, pour certaines violées, corrompus, payés. En français, dans le langage du droit, c'est corruption de mineurs ou détournement de mineurs. Et donc, toutes ces jeunes filles désignent une vingtaine d'individus du doigt. Et les individus en question, les gens qui ont lu les documents non caviardés, non gouachés, les connaissent, leurs noms sont connus. Il y en a un qui est célèbre en dehors des États-Unis, qui est le prince Andrew, hein, mais il y en a une vingtaine d'autres aux États-Unis qui sont connus. Et au jour d'aujourd'hui, non. Et au jour d'aujourd'hui, aucun de ces individus n'a même été entendu une fois par la police. Voilà, ce sont généralement, on ne peut pas donner de nom parce que c'est diffamatoire tant qu'ils n'ont pas été entendus et mis en examen au minimum, mais c'est une vingtaine de gens riches et puissants de New York. Voilà, c'est ça. Cathy Richard, donc merci d'avoir accepté cette invitation pour évoquer cette affaire Einstein. Donc vous êtes directement impliquée dans ce dossier, puisque vous êtes l'avocate de l'association donc Innocence en danger, qui a été contactée, je crois, par 15 femmes, vous me dites si je me trompe, disant avoir été victimes de Jeffrey Epstein et de ses complices sur le sol français alors qu'elles étaient mineures, c'est ça? Très exactement. Ce qui se passe, c'est que avant même vous, en tout cas, Omeira Sellier, qui est la présidente d'Innocence en danger, elle avait fait un signalement en 2019, juillet 2019. Elle fait un signalement article 40 au parquet en disant, voilà, on vient d'interpeller Jeffrey Epstein aux États-Unis, il revenait de France. Nous, on attire votre attention sur le fait qu'il était aussi pédocriminel en France. Donc elle fait un premier signalement à ce moment-là en juillet. Elle relancera le parquet peu après, toujours en 2019. Et puis c'est ce qui va donner l'ouverture d'instruction avec Brunel, qui était, rappelons-le, le responsable d'une agence de mannequins et un rabatteur pour... Il s'est suicidé lui-même également en prison. Lui s'est suicidé en prison et l'instruction a fait l'objet du coup d'une ordonnance de non-lieu en disant extinction de l'action publique puisque le mis en examen est décédé. Sauf que, effectivement, nous sollicitons, depuis qu'on a mis ces files en ligne, ces millions de documents, nous sollicitions que
la justice française s'en empare. Contrairement à Emmanuel Macron qui avait dit c'est beaucoup de travail pour les journalistes, nous disions c'est pas du travail de journalistes. Au départ, c'était pas une affaire française. Voilà. Hein. Alors, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ça, c'est un grand classique chez les Français, c'est-à-dire que tout s'arrête à la frontière. Vous voyez, c'est-à-dire que Epstein, il montait dans son avion qui était le Lolita Express. Quand il passait à la frontière française, il devenait sage, comme le nuage de Tchernobyl, ou les tueurs en série dont on nous disait c'est pas du tout français tout ça. Bon, donc on nous a dit non, les journalistes verront bien. Mais non, c'était pas une affaire de journalistes, c'est clairement une affaire de justice. Voilà. Alors maintenant, pour revenir à ces 15 personnes, en réalité, Omaira Sellier, donc la présidente d'Innocence en danger, elle, depuis 2019, est en contact, puisqu'en plus, Innocence en danger est une association qui est internationale, c'est une ONG, et donc elle est en contact avec une quinzaine de victimes, notamment américaines. Elle est en contact avec elles. Nous, ce qu'on a fait, ici en France, c'est qu'on a ouvert une ligne pour dire à des victimes, à des témoins, vous pouvez venir vers nous. Et sur ce point, nous ne communiquons pas de chiffres pour la bonne et simple raison que nous recevons tous les jours des mails et qu'il nous faut prendre contact avec les gens qui nous envoient ces mails. On est 5 avocats d'Innocence en danger et on prend contact avec les gens qui nous envoient des mails. Alors, bon, je ne vous cache pas que certains... Alors, je vais donner ce mail quand même. Sérieux, On vous mettra peut-être en bandeau tout à l'heure, mais le mail, c'est donc parole aux victimes au pluriel @innocencesendanger tout accroché.org. Donc parole aux victimes @innocencesendanger.org. Jean-Michel Salvatore. Mais est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de l'affaire en France? Parce que Epstein, il passait 4 mois par an à Paris, et notamment dans son appartement de l'avenue Foch, où visiblement il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce qu'on a une idée de l'importance de l'affaire dans son versant français? Parce qu'on a l'impression que ça risque d'être extrêmement important. Ça risque d'être, on en est exactement là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Paris, il était souvent aussi dans le sud de la France. Ouais. Et on sait d'ailleurs qu'il y a des jeunes filles qui ont été approchées, en tout cas, dans le sud de la France. Donc oui, bien évidemment, on sait. Alors, ce que je voudrais dire aussi, et ça c'est très important, c'est qu'il y a beaucoup de victimes qui n'osent pas se rapprocher de nous ou se rapprocher des autorités en se disant c'est prescrit. J'ai entendu beaucoup dire c'est prescrit. La prescription, ça n'est pas un coup près qui tombe automatiquement. Il y a d'abord, la prescription elle a beaucoup évolué depuis ces dernières années, notamment quand il s'agit d'agressions sexuelles sur des mineurs. Donc surtout, ne vous sentez pas ni terrorisé par les influents, ni bloqué par une quelconque prescription. Prenez contact avec nous et nous vous expliquerons ce qu'on peut faire. Xavier Hofer, le mot de la fin. On aurait pu faire une émission d'1 heure, évidemment, mais c'est important de rappeler avec vous. Un mot pour compléter. En 2019, après l'arrestation de M. Brunel, des femmes se sont présentées à la justice, ont été entendues, et à l'époque, sur celles qui ont été entendues, c'était au terme de la justice française effectivement prescrit. Ça ne signifie pas que par la suite, parce que Brunel, il a surtout agi dans les années 90, donc effectivement, mais s'il y a des cas plus récents, alors là, c'est une autre histoire. Mais je ne pense pas qu'en ce qui concerne la France, il y ait de cas massifs et majeurs de corruption de personnel politique français, à part le pauvre Jack Lang, là, mais pas grand monde au-delà, qui se soit laissé prendre à l'hameçon. Il y a eu beaucoup de refus dans les demandes d'approche de M. Epstein, soit sur des couverts du type bonnes œuvres, soit sous des couverts du type action artistique, etc. Il n'y a pas grand monde. Et deuxièmement, c'était la base de Paris, servait surtout pour des contacts à l'échelle de l'Europe. Merci à tous les deux. Vous voulez rajouter un dernier mot? J'aimerais pouvoir y croire, mais le maillage Epstein ne s'est pas arrêté à Paris. Et clairement, il y a eu de nombreuses jeunes filles, voire très jeunes filles, qui sont allées notamment à avenue Foch. Et donc, je ne peux pas entendre qu'en France, il ne s'est rien passé ou que la méthode Epstein n'a pas fonctionné en France. C'est faux.